You know, maybe there's some way out of here. Maybe through some secret walls. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial car c'est un épisode en partenariat avec Pulse Édition, un éditeur tenu par des passionnés qui défendent des projets culturels originaux, que ce soit en toute indépendance ou en collaboration avec des acteurs du livre, de la vidéo et de la musique. Ils ont récemment sorti les 3 premiers films de leur nouvelle collection de Blu-ray, le Vidéoclub de l'horreur, dans lequel nous retrouvons Mausoleum, De si gentils petits monstres, et le film qui nous intéresse ce soir, Spookies, réalisé par Eugénie Joseph, Thomas Doran et Brendan Falkner en 86. Et alors attention, pour la bande-annonce, elle n'existait pas en française, du coup j'ai trouvé la bande-annonce québécoise qui mélange de l'anglais et du québécois. Alors préparez-vous et accrochez-vous. Why not? Because you don't just go barging uninvited into people's houses. Especially deserted, crumbling old houses in the middle of the night. Un gentil petit garçon rencontre un groupe de très méchants adolescents. Ils vont à l'intérieur d'un vieux manoir pour faire la fête, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Warlock. Une bande de jeunes ayant perdu leur chemin décide de passer la soirée dans une grande maison située au milieu d'un cimetière, mais une fois à l'intérieur, le cauchemar commence et notre groupe d'adolescents se retrouve attaqué par des femmes araignées géantes, des gobelins et même des zombies prouteurs. Tout ça car un sorcier qui habite la maison a besoin de sang et de sacrifices pour continuer à donner la vie éternelle à sa bien-aimée. Ce résumé paraît clair, mais croyez-moi, le film, beaucoup moins. C'est un film réalisé d'abord par Brendan Falkner et Thomas Doran qui se sont cassés de la production au milieu suite à des désaccords avec le producteur Michael Lee. Arrive Eugénie Joseph qui va devoir retourner en speed 45 minutes de film qui n'auront rien à voir avec les 45 premières minutes, avec un casting différent et une équipe technique différente. Ça donne Spookies, film 3 en 1 presque, puisqu'il y a 3 intrigues qui se mélangent et qui n'ont toutes aucun rapport avec les unes les autres, qui sont reliées avec du scotch, du brick et du broc. Le film ressort chez Pulse Édition avec une super restauration, des bonus et un super fourreau, et c'est le film qu'ils nous ont conseillé de prendre dans leur vidéoclub puisque c'est celui qui a la production la plus chaotique du lot et c'est aussi réputé pour être une des productions les plus chaotiques du cinéma d'horreur indépendant américain tout court. Et pour en parler, je suis accompagné de Dario du podcast Plan Plan. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Qui connaissait Spookies ici avant qu'on commence les avis? Mylène. Je vois que je suis seule au monde. Et ben moi, je sais plus comment. J'étais tombée sur Spookies sûrement en fouinant dans les tréfonds des internets et j'ai pas été déçue. Franchement, j'ai rien compris. J'ai passé un moment un peu étrange et pour le coup, j'ai préféré mon second visionnage que le premier parce que je pense que le premier, j'avais dû le voir toute seule et c'est pas un film à voir seul. Phrase de dépressif. C'est ça. J'aime bien. Lily, tu le connaissais aussi, toi? Oui, bah en fait, comme vraiment la même histoire que toi, Mylène, j'avais déjà vu Spookies en fouillant dans les tréfonds d'internet ou des bacs à VHS. Et je me souviens que mon premier visionnage, il n'avait pas été simple du tout. Je crois même que j'avais même pas vu la fin. Donc, je vous avoue, ça a été un peu compliqué de le revoir. En plus, il faisait 30 degrés chez moi. J'avais le chat qui me collait. Du coup, j'arrêtais pas de piquer du nez devant. Le rêve fiévreux. Voilà. Pour me maintenir éveillée, pour pas m'endormir, j'ai dû faire des pauses. J'ai fait du thé, du yoga, j'ai mangé des gougères au fromage. Bref, c'était du sport parce que c'est le genre de nanar où tu comprends rien. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. D'habitude, je renonce. Mais là, j'ai fait l'effort et même si je me suis ennuyée, ça valait quand même le coup pour quelques fulgurances. Voilà. Mathieu, Amélie, Dario, vous, c'était nada? Non, moi, c'était la découverte totale. Ok, d'accord, ça c'est cool, on garde ça pour les avis de tout à l'heure, puisque les avis à chaud, c'est toujours intéressant. Et Mathieu, Amélie? Alors moi, je le connaissais de nom.
Je le connaissais de nom, je connaissais l'affiche aussi, mais j'avais jamais vu le film et je connaissais même pas l'histoire, quoi. Donc vraiment, ça a été grosse découverte et très clairement, je m'attendais pas à ça. Parce que comme l'a dit Lily, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Enfin, le film est un nanar. Donc voilà, si vraiment vous voulez voir un bon film, quelque chose qui a du sens, quelque chose d'écrit, de réfléchi, de bien réalisé, barrez-vous. Clairement, là, c'est pas le bon endroit pour vous. Mais par contre, si vous aimez les trucs complètement éclatés au sol, les films tellement débiles qu'ils en deviennent géniaux, là, ouais, Spookies, ou les proutes aussi. Là, il y a vraiment quelque chose à défendre. Et je pense que à défendre. Quand on est vraiment amateur de nanar, ouais, Spookies, il a une petite place dans le top 10, quoi. Ouais, il est devenu culte aux États-Unis en partie à cause de ça, pour le coup. C'est un film qui a vraiment des fans. En France, autant il est pas très connu, autant aux USA, il y a des projections, il est sorti en restauration aussi il y a quelques années, ça avait été sold out en 48 heures. Il y a une commune de malades autour du film, quoi. Ce qui me fait poser beaucoup de questions sur les Américains, mais passons. Amélie, toi, tu le connaissais pas ? Alors non, moi je le connais pas parce que donc quand j'étais à l'époque Vidéo Club, j'étais quand même petite, donc je pense que mes parents ils me louaient des dessins animés et je pense que ça c'est typiquement un film de VHS Vidéo Club en plus parce que la jaquette est vraiment hyper cool, je la trouve vraiment chouette cette jaquette, par contre cette affiche, et je pense que c'est le genre de truc qui attire ton œil dans un bac et tu te dis ah ouais ça a l'air sympa et c'est comme ça que tu te fais un petit peu choper par le film, donc non, moi je l'ai regardé grâce à cause de vous, je sais pas. J'ai besoin de réfléchir encore. Merci Pulse. Merci Pulse, effectivement. Oui, mais c'est un film de Vidéo Club. Il est pas sorti au cinéma, il est jamais ressorti en DVD pour le coup. Il y a qu'une VHS qui était trouvable que du coup en Vidéo Club à l'époque. Moi, je l'ai découvert grâce à Vinegar Syndrome, éditeur de films américain avec lequel Pulse travaille justement d'ailleurs. En 2020, ils ont ressorti leur Blu-ray et avec la restauration 4K, le documentaire, etc. Ce qui vient de sortir en fait chez nous en France, et tout le monde en fait sur des forums s'excitait en mode putain Spookies ressort en restauration, truc de malade. Et ce qu'on appelle le FOMO m'a eu, le Fear of Missing Out, la peur de rater le train, et le dépenseur compulsif que je suis avec la 40 balles dans Spookies. Il y a eu un petit regret. Parce que l'édition américaine, si vous la voyez, elle est superbe, elle est vraiment belle. L'édition française est magnifique, c'est quasiment la même en fait aux USA avec un super fourreau, etc., jaquette réversible. Ils savent vraiment flatter le consommateur. Et arrive Spookies dans mon lecteur Blu-ray, je fais oh putain. D'accord, ok, on en est là. Et je suis comme vous, par contre, le revoir a été beaucoup moins difficile la deuxième que la première. Je pense qu'il y a un choc d'abord initial, et une fois que t'as digéré, tu dis ok d'accord, et tu retournes, et après c'est que du kiff. Mylène, t'en as pensé quoi du coup toi ? Alors, non, je vais commencer par du positif. Ce que j'aime beaucoup dans Spooky, c'est les effets spéciaux, que je trouve très très chouettes. Je les trouve vraiment cool, il y a un côté carton-pâte que j'adore. J'ai beaucoup aimé les espèces de ghoulies, têtards dans le film, je trouve ça très cool. Ça, c'est le positif. Maintenant... Voilà, on a tout dit. Effectivement, on sent que le film est composé de plusieurs films, et le problème c'est que même pour les segments qui ont été tournés ensemble, il y a quand même un gros souci, et d'ailleurs les acteurs le disent aussi, c'est qu'on est censé être quand même sur une bande de potes et tu comprends pas ce qu'ils font là, tu comprends pas pourquoi ils sont potes. Il y a quand même un mec qui a plus l'air d'être leur CPE que leur pote, donc du coup... Mais il est là. Tu es là, mais qu'est-ce que tu fais là, mais pourquoi vous êtes amis déjà, je me rappelle plus, même dans leur Tu out. sors avec une élève. C'est ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes perdus sur la route? Moi au début j'ai cru que c'était des parents et qu'il y avait des enfants derrière. Non mais on a le droit d'être gérontophile, il n'y a pas de mal. Et du coup oui, j'avoue que Spookies, là où c'est sympa, c'est que du coup c'est très foutraque, il y a un côté très très jovial à suivre du coup ses aventures et ses sketchs, en fait c'est clairement un film à sketch presque. Toutes les morts, c'est vraiment ça a aucun sens. Mais du coup, il y a aussi le fait où si t'es un peu fatigué, tu peux vite te perdre dans le film et ne rien comprendre. Parce que justement, il n'y a pas vraiment de sens. Je veux dire, c'est le film qui se perd dans toi, hein, c'est pas perd dans le film. C'est ça. C'est le film qui se perd dans lui-même, je pense. Hein, c'est même. c'est ça, ouais. Il trébuche, ce film. Mais en l'occurrence, je pense que c'est quand même un très bon film à voir entre potes avec des bières et une pizza. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, quand je l'ai vu toute seule, je me suis perdue, voilà. Ça m'a fait mal. Mais au deuxième coup, j'ai embarqué ma coloc avec moi qui l'a vu, elle a consenti à le voir, hein. Je l'ai pas forcé, je précise. Et
Et vraiment, j'ai passé un super moment parce qu'on a passé tout le film à le commenter et c'était très très drôle. Et elle a adoré l'homme-chat. Voilà, je savais plus si c'était un chat tout à l'heure, mais du coup elle a dit c'était incroyable, qu'il y avait un petit prank, que c'était trop bien. Dès qu'il arrivait, elle se mettait à rigoler. Donc finalement, ça m'a enjaillé dans tout le visionnage et j'ai beaucoup aimé. Et ta colocataire nous a envoyé son opinion pour l'avis des auditeurs, donc on la reverra d'ailleurs dans l'épisode. Elle n'a pas souffert pour rien. Mais oui, alors petit point bestiaire pour les gens qui nous écoutent, parce que t'as parlé d'un homme-chat, j'ai parlé de zombie prouter. Il y a un bestiaire de fou, dans le sens où en fait chaque séquence a un monstre différent. Il y a un homme-chat, il y a un gobelin, il y a les fameux zombies prouteurs qu'on réévoquera plus tard, on les laisse, on tease en fait le gros morceau. Il y a des zombies. Il y a une faucheuse. Il y a des zombies. Il y a une faucheuse. Il y a un monstre bizarre qui lance de l'électricité, qui fait fondre le visage de la langlaise, là. Je sais pas comment on peut décrire ce monstre. Je crois qu'on pourra pas faire mieux que ça. Il y a une espèce de monstre difforme aussi qui apparaît, mais genre 5 secondes vers la fin du film, qui fait maman, puis et voilà, on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, il dégage. Voilà, et on le revoit plus jamais. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des zombies prouteurs et des zombies normaux. C'est pas pareil. C'est ça, plusieurs types de zombies. Ça, c'est typiquement dû au souci qu'il y a eu pendant le tournage. En fait, il faut savoir que du coup, le producteur Michael Lee, qui est connu pour sa société Vipco, sortait des VHS de Video Nasties en Angleterre. Les Video Nasties, donc c'est des films d'horreur qui étaient censurés en Angleterre. Il s'est fait de la thune, il a produit Spookies. Et en fait, le mec voulait toucher à tout, voulait foutre un peu la merde de tous les côtés. Il adorait les proutes et tout ce qui était anal, on va dire. Ce qui expliquera une séquence du film. Et il n'aurait pas réussi à se mettre d'accord sur un monstre. Il a dit, je m'en bats les couilles, je veux tout. Donc, la pauvre équipe technique, dont John Dodds, qui a géré les créatures du film. John Dodds, c'est celui qui a fait la créature de The Deadly Spawn, qui est un film incroyable, pour le coup. Peut-être que je pourrais pas le reglisser, donc je le place ici. S'y retrouver en fait à devoir chier une araignée géante, un gobelin, plein d'autres trucs comme ça en 2-2. Donc voilà, c'est première anecdote et début du chaos du tournage. J'en glisserai d'autres au fur et à mesure parce que pour le coup c'est un tournage qui était odieux avec toute l'équipe et avec un producteur qui au final a foutu la merde comme pas possible. De ton côté, Mathieu, t'en as pensé quoi du film ? Alors moi, comme je disais, la première fois que je l'ai vu, c'était un petit peu douloureux. Je suis pas forcément un grand fan de nanar. Mais je me suis dit, voilà, faudrait peut-être que je le revoie en sachant vraiment ce que c'est. Et le second visionnage n'a pas tardé à arriver, parce que je crois 2-3 jours plus tard, le truc s'est présenté. Et en fait, quand je l'ai revu, donc je l'ai revu avec Amélie, et c'est beaucoup mieux passé, dans le sens où voilà, je savais ce que j'allais voir déjà premièrement. Mais deuxièmement, j'ai en fait mis le doigt sur quelque chose que j'arrivais pas à trouver quand je l'ai vu la première fois. C'est que le film me faisait penser à quelque chose. Mais encore une fois, je savais pas trop ce que c'était, quoi. Et en vrai, je pense que le film est une espèce de Devil Story américain. Alors c'est une espèce de hasard parce que Devil Story, oui, je sais. Le D-word. Devil Story est aussi édité chez Pulse Édition, mais vraiment ça n'a rien hasard complet. Parce que voilà, enfin pour les quelques personnes qui connaissent pas Devil Story c'est le nanar absolu. C'est vraiment c'est un voyage vers un autre monde. Et il y a un petit peu en fait de ça dans Spookies, parce que vraiment rien n'a de sens. Tout ce qui peut foirer foire. Le montage, il est aberrant, la direction d'acteur est catastrophique, la musique, le sound design, enfin il y a des moments qui sont juste débilissimes. Et au milieu de tout ça, voilà, il y a cette séquence avec des zombies qui broutent. Enfin vraiment, j'étais là hier, mais ça y est, on tient en fait le Devil Story américain, quoi. Mais je pense que la petite différence, c'est que là où Devil Story, le film t'emporte au bout de quelques secondes, parce que vraiment il y a un côté limite qui touche à la poésie presque, enfin il y a un côté absurde, génial. T'as dit poésie et Devil Story dans la même ouais, non, franchement j'assume. Je suis d'accord. Franchement j'assume. Je trouve ça cohérent. Voilà, il y a une espèce de poésie en fait involontaire dans le côté totalement raté de Devil Story qui fait que on est happé par le truc. Moi la première fois que j'ai vu Spookies, j'étais constamment frustré parce que même si le début, voilà, il est quand même pas terrible parce qu'on sent qu'on n'est pas forcément face à une série B de qualité, on louche petit à petit vers le Z et puis au bout de 5 minutes on comprend qu'on y est, on va y foutre les deux pieds dedans, quoi. J'ai passé en fait mon temps à être frustré par le film parce que là où je voulais du gore, il y en avait pas. Là où je voulais des personnages à peu près cohérents, il y en avait juste pas non plus. En fait, je retrouvais rien de ce que l'affiche me promettait et de ce que le petit résumé que j'avais pu lire à droite à gauche en fait me
me promettait aussi, quoi. Et donc voilà, mon premier visionnage a été assez décevant. Et en fait, c'est le second visionnage, donc où là j'ai pu le voir en fait accompagné, qui s'est avéré bien plus fun parce que là aussi j'ai pu en fait mettre le doigt sur quelque chose qui m'avait échappé lors du premier visionnage. C'est qu'en vrai, en plus d'être cette espèce de Devil Story américain, ça m'a fait vraiment penser à alors ça va parler un petit peu aux vieux comme moi, un sketch des Inconnus qui s'appelait Les Dents de la Mouche numéro 4. Est-ce que vous vous rappelez de ce truc? Voilà. Oui. C'était au sein d'une émission qui parodiait justement les émissions de cinéma dans les années 80. Il y avait un extrait d'un film donc, qui s'appelait Les Dents de la Mouche numéro 4, qui était une parodie de slasher un peu idiot avec Sandy, Jimmy, Bobby, Jerry qui étaient dans une maison pleine de tonnes d'araignées abandonnée, qui venaient là pour faire la fête et puis ils disparaissaient les uns après les autres. Et en vrai, c'est exactement Spookies. C'est une bande de jeunes cons qui sont tout de suite détestables, qui vont pour une raison idiote rentrer dans une maison qui ne leur appartient pas. Le truc est effrayant possible, mais ils vont choisir d'y passer la nuit pour s'amuser, pour faire la fête, alors que vraiment, encore une fois, ils ont rien à foutre là, et ils vont tous crever les uns après les autres. Et il y a rien d'amusant, ouais, c'est ça le truc. Oui. Et à un moment donné, enfin, c'est à ce moment-là où moi j'ai percuté, c'est que dans Les Dents de la Mouche numéro 4, donc le sketch des Inconnus, il y a un plan où on les voit tous en file indienne en train de descendre un escalier et en train de faire Jerry, Bobby, Jimmy, Sandy, pipi, il faut qu'on remonte. Voilà. Et en fait, dans Spookies, il y a exactement le même plan de trois connards en train de descendre cet escalier. Et je me suis dit, mais c'est le truc des Inconnus, c'est dans la mouche numéro 4, quoi. Enfin, c'est vraiment le même niveau de stupidité, quoi. Enfin, les personnages se séparent alors qu'il ferait mieux de rester ensemble s'ils veulent survivre un minimum. Non, faut qu'ils se séparent pour aller explorer une maison qu'ils connaissent pas, dans laquelle il y a des monstres en fait à tous les étages. Monstres qui sont en plus nuls à chier, quoi. Enfin, c'est vraiment. Le film est une catastrophe vraiment à tous les niveaux. Mais encore une fois, si on part du principe que on a affaire à un nanar et qu'on est là pour voir du nanar, comme disait tout à l'heure Mylène, en fait, avec des bières et une pizza, là, ça peut vraiment marcher. Là, on est face à quelque chose qui est peut-être pas du niveau de Devil Story, mais qui est vraiment très proche, parce que vraiment, encore une fois, il y a des moments totalement débiles, et il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, quoi. Une série Z qui foire absolument tout à tous les niveaux, et qui doit être vu comme ce qu'il est, quoi, une grosse série Z débile. Moi, sur les ressemblances, j'ai trouvé personnellement que ça ressemblait pas mal à Evil Dead. Mais à plein de trucs, il y a un peu de fantasme, il y a un petit peu, il y a un plan éclairé en rouge, aussi. Ils vont nous chercher un giallo, je sais pas où, film de zombies d'une manière générale. En fait, moi, c'est un petit peu un patchwork. Il y a un plan qui est carrément Nosferatu. Il y a un patchwork de plein d'influences, mais raté, quoi. Genre, tu peux jouer à quel est le film. C'est dans leur intention de base. Les deux réals voulaient faire un hommage à tous les films d'horreur, en fait. Ah bah ça se voit un petit peu. Horrifique, et ça se voit. C'est un des rares trucs au final qui est réussi dans le film. Enfin, réussi. Ok, voilà. Mais c'est pour le coup, c'est pas totalement raté, plutôt. Oui, voilà, merci. Je suis pas d'accord avec toi, Mathieu, sur un truc, c'est que je trouve que les monstres, pour un truc qui n'a pas d'argent, j'ai pas le budget, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, sont pas si immondes que ça. À droite à gauche. Franchement, il y en a 2-3 qui passent, mais la plupart, en fait, quand tu fais des arrêts sur image, je suis désolé, c'est dégueulasse. L'espèce de monstre là qui apparaît subitement à la place d'un personnage dans un couloir tout sombre, qui fout des tentacules autour d'une meuf et tout, je le trouve vraiment à chier. Les espèces de petites limaces. Oui, voilà, ouais. Les espèces de petites limaces, en fait, elles sont pas dégueulasses quand tu les regardes de loin. Après, de près, en fait, elles sont mal animées. Elles bougent pas. Elles sont mimes quand même. C'est pourri. La femme araignée, elle aurait pu être tellement mieux si le truc a été bien éclairé, bien cadré. Enfin, là, c'est ça le tu problème. sens qu'en fait, le truc, il y a 3 marionnettistes derrière et ça va pas plus loin, en fait. La séquence de la femme araignée, de base, elle était grave différente. Il y avait du stop motion qui a existé. Ils ont tourné les bouts et c'est pas dans le film au final. On sait pas pourquoi. Faut savoir que la séquence était montée très différemment de base et devait être beaucoup plus horrifique et apparemment beaucoup mieux d'après les 2 premiers réalisateurs. Mais c'est la séquence qui a commencé à foutre la merde dans la production puisque le réalisateur a commencé à la remonter avec un autre monteur derrière le dos des réals. Et c'est là où ça a commencé en fait à partir en couille et les réals ont pris la porte avec toute l'équipe. Et du coup, le prod a ramené la fameuse Eugénie Lozef pour finir le film. Et en fait, 3/4 des séquences avec les créatures qui rentrent pas très bien, c'est la deuxième équipe qui a pris le relais en fait, parce qu'ils avaient beaucoup moins de temps. Puis en fait, la nana qui gérait les créatures et les effets spéciaux de la première partie, du premier tournage, a refusé de leur dire où ils avaient planqué les mannequins, les trucs comme ça, voilà, pour reprendre le tournage. Il y a eu une vraie guerre entre les deux pour le coup. Et
ça se voit à l'écran. T'as 2-3 créatures qui rentrent bien. Moi, je trouve que la femme araignée, ça va. Tu vois les coupes, tu vois les métamorphoses, c'est très basique. Mais je trouve que c'est pas la pire. Alors en effet, le mec qui se dégonfle, c'est un ballon quoi. On fait avec. T'en as pensé quoi toi, Lily? Alors moi, franchement, j'ai rien compris. Mais alors rien compris du tout. Du coup, je prenais des notes pendant le film pour les besoins du podcast et je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de noter des pourquoi pendant tout le film. Je vous en relève quelques-uns en vrac, si vous voulez. Pourquoi il y a un gamin seul dans la forêt? J'ai toujours pas la réponse. Il fugue parce que ses parents, ils ont oublié son anniversaire. Voilà. Ah bah voilà, bah tu vois. Ouais, mais ça Et puis il a un projet. Il a un grand projet. C'est question pour un podcasteur. Vas-y Lily. Ça c'est l'intrigue qu'ils ont chopé pour le deuxième tournage, le gamin. Ah oui. Parce qu'ils ont pas réussi à faire revenir les acteurs du premier tournage. Et donc pourquoi un t-shirt en simili-sky zippé? Voilà, ça, je crois que personne n'a une explication. Là, on n'a pas. Ouais. Pourquoi les zombies pètent? Bon, ça maintenant, je le sais. Voilà, vu que ça faisait beaucoup marrer le producteur et le mec qui s'est chargé du montage son. Sound designer. Le sound designer, merci. Pour l'anecdote, il a fisté un poulet mort pour faire les bruits de prout sur les zombies. Voilà. Alors que la scène n'a rien à voir, quoi. La scène est ultra horrifique, il y a juste le son qui va pas du tout avec le reste, quoi. Ma question principale, c'est pourquoi le méchant doit tuer tout le monde pour ressusciter sa femme si elle est déjà ressuscitée. Voilà, si quelqu'un... Oui, ce que tu dis, c'est logique. C'est légitime. Donc, je crois que la vraie question, en fait, c'est pourquoi c'est si confus. Mais là encore, on a un élément de réponse, comme tu l'as dit, Romain. Donc, c'est parce qu'on a 2 films en un, quoi. Et on a essayé de faire rentrer au forceps une histoire de sorcier qui veut ressusciter sa femme, sur une histoire de maison hantée, sur une histoire de possession démoniaque. Et du coup, on a 2 films qui essayent de cohabiter. On a donc plus ou moins 2 en 1, comme tu l'as dit aussi dans l'intro. Et ça, c'est une pratique assez connue dans le nanar, où t'as assemblé 2 films au montage pour en faire un 3e. Alors Spooky, c'est pas tout à fait un 2 en 1 au sens strict du terme. Mais le résultat est le même, c'est que le film est complètement incompréhensible, il est imbitable, quoi. Il y a tous les éléments pour me faire décrocher. Moi, quand j'arrive plus à faire sens, je décroche, quoi. Mais, bizarrement, il y a des choses hyper surprenantes dans Spookies. Moi, je rejoins un petit peu Mylène sur le fait que les effets spéciaux sont pas dégueulasses. Il manque juste un petit peu d'éclairage, de meilleurs angles, un meilleur montage, peut-être aussi. Et au niveau de la mise en scène, il y a des choses que je trouve pas dégueulasses. Encore une fois, on parlait de la femme araignée tout à l'heure. Quand elle apparaît dans une pièce toute noire, elle a le visage qui apparaît en clair-obscur, comme ça, c'est assez joli en fait. Ouais, il y a des petits éclairs de génie des fois. Je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que si on avait laissé les 2 réals initiaux faire, on aurait eu un film d'horreur de série Z assez sympa, même si pas mémorable, parce que je crois que c'est pas non plus des génies parce qu'ils sont quand même responsables du t-shirt en sky. Voilà, donc je crois que tout n'est pas perdable. Ouais, ça c'était un choix conscient, quoi. C'était pas du budget. Voilà. Et puis voilà, comme disait Mathieu, c'est un nanar, donc il y a des choses à se tordre de rire. Donc du coup pour moi c'était un petit peu l'enfer, mais j'ai connu pire. Voilà, c'était juste pas ma guerre, quoi, je crois. Voilà. C'est honnête. Dario, de ton côté, toi, t'en as pensé quoi? Du coup, moi, c'était la première fois que je le regardais, donc je suis dans la phase où justement Mathieu, Mylène et Romain, même Lilith, vous avez dit que la première fois que vous l'aviez vu, vous l'avez un peu subi. Moi, je l'ai subi, du coup. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour apprécier un petit peu. Moi, je suis juste pour revenir sur ce qu'on disait juste avant sur la lumière. Je trouve qu'elle est quand même assez horrible dans tout le film. Si on exclut peut-être cette séquence un peu de clair-obscur, mais en même temps, je trouve pas que ce soit très recherché. Mais je trouve que la lumière dans tout le film est vraiment assez horrible. Il y a des choses dans le film quand même qui sont un peu rigolotes à voir. On n'a pas trop parlé de l'homme-chat, par exemple, qui est joué par un acteur complètement ouf, qui est vraiment qui doit être un mec de théâtre, à mon avis, qui est un peu méthode acteur bizarre, qui joue un homme-chat avec un crochet qui ronronne. Il est incroyable. Il fait des éperons de cow-boy aussi, quand même. Et oui, il a des éperons, oui, effectivement. Pourquoi? Surtout qu'on le voit dans, je pense, 5 minutes descendre un escalier. Il y a toute une scène où on le voit dans un escalier, je me dis, ça ne va jamais finir.
Mais comme il attaque le gamin en montant sur une branche, et là Mathieu me dit, mais il aurait pu le faire à pied, pourquoi il fait ça, tu vois? Parce que c'est un chat. Ouais. C'est un chat, il est habile. C'est pour ça. Et ce personnage-là, il est là pour faire un peu le pont entre les deux cuts du film, j'ai l'impression. Parce qu'ils essayent de faire un espèce de montage comme quoi, des fois, il attaque une meuf un peu, en fait, tu vois, sur un autre plan du film, en mode comme si c'était lui qui l'attaquait, ou alors il tient des portes. Il passe son temps derrière des portes. Il passe son temps derrière des portes à tourner la poignée comme un connard, là, et en fait, derrière la fenêtre. Son rôle, c'est ça. Il reste genre 1 heure derrière la fenêtre quand il y a les petits têtards là qui attaquent la meuf qui fume et son mec là. Et il est pas du tout caché. Enfin, vraiment, il est devant la fenêtre comme ça là. Il attend. Il dit, mais il est ouais, c'est ça, avec son vieux rire là. il est juste là pour essayer de coller les deux films entre eux, mais ça marche pas. Et ça marche pas. Et surtout que l'acteur est complètement ouf. Les choix artistiques que t'as fait en tant qu'acteur et les réalisateurs, les choix de direction d'acteur, je veux en savoir plus. Non mais là il fait une montée de sucre, qu'est-ce qui a motivé ces choix, quoi. Enfin, tu fais pas ça consciemment. Il y a pas de choix. Mais oui, mais si l'acteur qui joue le chat, il est complètement ouf et que il miaule et qui se roule contre les murs comme ça avec son crochet et ses éperons de cow-boy, je pense qu'ils étaient dans une sorte de démarche d'avoir le plus de pellicules possible pour sauver le film et qu'ils se sont dit vas-y, fais ton truc et on verra. Et aussi ça rejoint un peu ce que Bernard Lenoy faisait avec Devil Story, si tu veux, de tirer au maximum sur la pellicule, et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a plein de liens en fait entre Devil Story et Spookies, parce que j'ai remarqué il y a un sarcophage. Il y a le même monstre nul et chiant qui apparaît et disparaît pendant toute la durée du film. Et la musique aussi, la musique pourrie. Et il y a aussi un personnage qui se fait aspirer par de l'herbe de manière totalement inexplicable. Et je me dis qu'en fait, il y aurait une soirée thématique à faire entre voilà, la soirée sarcophage. Tu veux tuer les gens, oh là là. Et pareil, on parlait de monstres, il y a la faucheuse à un moment, une espèce de statue qui prend vie. Elle accule les persos principaux sur le toit. Le mec, il le chope, il la pousse du toit de la maison et elle explose. et elle marche très doucement, tu sais, quand il passe tous par la fenêtre. Oh non, elle arrive! Genre vraiment, tu la vois avec des roulettes derrière où tu sens qu'ils ont tiré sur un truc, quoi. Piou, piou, alors piou, qu'il y avait piou. quelqu'un dedans. Il y avait vraiment quelqu'un dedans. Mais le fait qu'elle explose, je sais pas, ça, je me dis, mais... Non mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Pourquoi pas, plutôt? Et du coup, moi, j'ai revu la version, du coup, remasterisée, du coup, en 16/9. Et il faut voir le film en 16/9 juste pour un plan. Ah oui, oui. Où on voit le marionnettiste actionner la marionnette dans le champ. En fait, juste ce plan-là, j'ai mis pause vraiment sur le film. J'ai dit mais ils étaient tous complètement ouf en fait. Et j'ai remis la scène au début et je l'ai revu. Je fais, d'accord. Et en plus, on le revoit du coup plusieurs fois parce que normalement, du coup, c'est Romain qui m'a dit ça quand j'ai pété un câble. J'ai dit mais pourquoi on voit le marionnettiste dans le champ? On le voit, les gars. Enfin, on s'en rend compte quoi. Et Romain m'a dit qu'en fait, c'est le changement de ratio du format VHS au format 16/9. Mais juste pour ce plan-là, en vrai, il faut le voir en 16/9, je pense. C'est une demi-défense parce que le film est quand même sorti au cinéma en 16/9 à l'époque en 35 mm, donc ils l'ont vu sur grand écran. Ce qui est plus humiliant. Ah wow. J'ai trop envie de le voir. La VHS, la qualité VHS, je pense, sauve un petit peu le film parce que la restauration 4K, alors elle est tarée, elle est folle. Le film, il est magnifique en termes de restauration. Très clairement. Par contre, du coup, tu vois le film pour de vrai. Et tu vois les plans où le focus est raté, il y a des plans flous vraiment sur l'homme-chat en plus, qui est l'homme qu'ils ont plus filmé apparemment. Oui. Et il y a des plans où il se donne à fond dans son rôle bizarre et il est flou, donc c'est vraiment... c'est parfait quoi, c'est salade, tomate, oignon, sauce blanche quoi. Il y a un autre acteur, moi, que je trouve dingue, là, c'est celui qui a sa marionnette au début. Ah ouais, putain, ce personnage. Pareil, pourquoi il a un t-shirt de lui-même, le gars. Pourquoi pas? Oui, il a une photo de lui sur son t-shirt, c'est incroyable. Il est tellement pas drôle en plus, genre il y a rien qui est drôle dans ces moments où il doit être drôle. Bah en fait, moi je le trouve pas mauvais. Non, en tant qu'acteur ça va, mais juste son personnage il est pas drôle. dans le même film que les autres en fait. Oui, et personne n'est dans le même film, je pense. Mais ils sont tous dans un film en fait, différent. t'as l'impression qu'il y a eu un préquel et tu l'as pas vu le préquel. Et du coup, ça t'explique qui sont les persos, mais toi, tu l'as pas vu. Et ce qui est drôle, c'est que chacun a des réactions, mais genre vraiment à l'opposé. Genre, justement, celui qui a l'air d'être le CPE, il est dans la maison comme un agent immobilier. Il est là, oh, une petite cave, c'est sympa. Oh, dis dans la poussière. Les autres, ils sont tous en PLS et lui, il visite avec sa meuf. Ils sont turbo calmes. Enfin, PLS, moi, je trouve que tout le monde prend très bien ce qui est en train de se passer. Genre, il y a des zombies qui débarquent, qui déboulent dans le jardin, quoi. Ils font un peu et au final, après, ils s'enferment dans la maison
Et après, il Il y a déambule 3 comme zombies ça. dehors et puis Ouais. il dit, bon, on peut pas sortir. On Mais- peut pas sortir parce que on va mourir sinon. Personne Il y a se 3 dit, zombies c'est dehors. complètement dingue ce qui se passe, quoi. Il y a leur pote, Bah, elle il se faut un transforme en Monopoly. goule, ils sont là, ouais, bon, ok, vas-y. Pourquoi pas? C'est vrai qu'ils aiment pas trop courir. Ouais. Mais Non, pas même du tout. le- Ils ont même déplié le clic-clac quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Il y avait film À de l'aise. Mais après, dans le making-of, en fait, il y a une espèce d'explication par rapport à tout ça. C'est que s'ils peuvent pas sortir, c'est qu'à la base, dans le scénario original, ils avaient prévu qu'il y ait des espèces de fantômes qui volent au-dessus de la maison. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, il y a un plan sur 2 personnes qui ont l'air d'éviter des trucs qui ne sont pas présents à l'écran. Parce qu'ils baissent les épaules, ils font genre oh là là, c'est pas passé loin et tout. Et en fait, ils partent en courant en direction de la maison, mais c'est que là, il manquait juste des effets spéciaux, quoi, des fantômes qui volent au-dessus d'eux, mais qui n'ont jamais pu être faits. Et ça, ils le savaient pas. Ils l'ont découvert dans la salle de cinéma. Oh l'angoisse. Ils pensaient qu'ils allaient sortir et qu'ils allaient voir des fantômes. Et non, le mec s'est vraiment vu, en fait, sortir, esquiver des trucs imaginaires, comme un teubé, et sortir du plan. Oui, parce que la Et fin le a mec- été changée. Hein. La fin du film a été changée. Ah, d'ailleurs la fin on peut spoiler. Oui, on peut spoiler. On peut spoiler. Du coup, le twist, c'est que l'homme chat, en fait, il voulait pécho la meuf du grand sorcier, parce qu'il était amoureux d'elle aussi. Non, je pense pas. Et après, le sorcier, il sort de la tombe en mode ah 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 ah, joyeux Halloween. Je pense que en fait, le sorcier, à ce moment-là, il prend possession de l'homme-chat pour Ouais. recapturer la meuf. Et en fait, c'est le gamin qui ressuscite son père. Parce que donc le sorcier a été tué par sa femme, elle lui met un couteau dans le crâne là, et juste avant il a eu une conversation avec son fils genre faut utiliser tes pourvoirs de sorcier machin, et t'as le gamin qui sourit à la fin ou qui rigole. Je pense que c'est lui qui ressuscite son père, ce qui n'explique pas par contre pourquoi la tombe frémit depuis le début du film alors qu'a priori elle est vide. Ça par contre je n'ai pas d'explication. Pourquoi? Est-ce que vous Encore vous une rendez fois. compte de la phrase de malade qu'il vient de faire en termes d'explication, genre Trémoulox ultime, ChatGPT, tout est là. Et encore, elle a pas précisé que l'enfant, il a des prothèses de dents de vampire. Le pauvre, le pauvre. Oui, du coup, il a la lèvre qui ressort de ouf. Ça se voit que c'est pas fait pour lui. Et en plus, il est maquillé à la truelle. On dirait qu'il a Les juste mis mains, la tête dans la l'intérieur terre, des mains n'est pas maquillé, mais il y a ça, il y a aussi le fait que tous les zombies portent des chemises en flanelle. C'est incroyable. Oui. Ça, c'est C'est incroyable. américain. On a commencé à parler des créatures, on va peut-être parler des zombies prouteurs, vraiment expliquer Oui. cette magnifique séquence de zombies prouteurs. Je sais pas si tu voulais dire un truc avant Lily, mais... Non, mais sur les trucs qui se voient et qui font bizarre, il y a que la mariée là qui se réveille, qui est ressuscitée. Donc la femme du sorcier, elle a aussi, elle est censée être morte depuis 70 ans. Oui. Et elle a des chaussures à brides à la mode dans les années 80, quoi. Vraiment. Et elle sait conduire une bagnole, c'est ce qu'on se Oui, disait. Enfin, oui. Mais en même temps, moi, c'est un peu la réflexion que je me suis fait de la restauration. En tout cas de la restauration 4K du film, c'est que ça va être le bonheur des Michel et Michel amateurs, parce que vraiment on a tout, on a des techniciens dans le champ, on a des regards caméra, il y en a plusieurs, il y a vraiment des trucs genre les faux raccords, tous les plans, il y a un faux raccord je pense. Il y a Et- l'ombre de la cam. Oui, aussi, il y a dans l'ombre de la séquence, là, cam, il y a plein de trucs où si vraiment sur tous les plans. si votre petit plaisir c'est de jouer à regarde on voit le technicien dans le miroir ou elle tient pas le truc du même côté, et ben c'est vraiment un jeu à boire quoi limite. Ouais, mais on est vraiment pas sur ce niveau-là de elle a changé de main d'un plan à l'autre. C'est vraiment t'as le technicien dans le champ, t'as Ouais, mais il y a une certaine pureté, je trouve, dans tout ça. Enfin, je vais dire une phrase un peu audacieuse, mais pour moi, c'est l'essence même du cinéma d'horreur indépendant américain. C'est vraiment le... je sais pas. Essoré, vraiment, sous son essence la plus pure. Alors... Tu veux dire les proutes de zombies, c'est l'essence la plus pure? Mais c'est de la poésie, ça, Mylène. Ouais, on peut le citer là-dessus. La poésie. Vous du aimez prout. pas l'art, vous aimez pas le cinéma. C'est ça, avant tout, le... Non, mais il y a- Moi, j'aime autant les Audace proutes et que Mathieu, Audace, ça c'est sûr. Il y a Audace et les zombies qui pètent quoi. Des mecs qui foncent dans un projet qui est beaucoup trop gros pour eux parce que le film il est beaucoup trop ambitieux en termes d'ambition de base scénaristique, hein, voilà. Y aller sans le talent, sans l'argent, avec du brick et du broc, des bouts de ficelle, et y aller quand même et tenter de faire vivre le projet jusqu'au bout, je trouve ça beau. Ils ont échoué, hein, parce qu'ils sont partis avant même la fin du tournage. Ouais, mais je suis pas trop d'accord dans le sens où j'ai l'impression que c'est quand même plus un film de producteur Ouais. qu'un film d'artiste. Parce que c'est le producteur qui a poussé, qui a
qui a viré des mecs C'est ça. pour engager d'autres personnes. Donc c'est pas vraiment un film que je qualifierais de pur, tu vois, dans le côté, ils avaient pas d'argent, ils l'ont fait quand même. C'est pas Evil Dead le premier. Ça reste leur film dans le sens où en fait, pour le coup, je sors Jean-Michel l'anecdote, mais en gros, Michael Lee voulait un film, le producteur, et les deux réals avaient un projet de film qu'ils ont proposé à ce producteur. Le mec a dit c'est de la merde, mais on va bosser ensemble parce que je vous aime bien. Et les mecs lui ont écrit. J'adore la Spookies. merde. Voilà. Et en fait, les mecs ont eu cette idée de faire Spookies, et le mec a accroché et a poussé Spookies à côté. Mais ça reste quand même un projet de base qui est. En fait, c'est con, mais dans le film, tu as le film du producteur, qui est le deuxième film, et le film des réalisateurs, qui est le premier film, qui est celui qu'il voulait vraiment faire. Le mec a pris le dessus ensuite, il a viré tout le monde, enfin, ils sont partis, et il a fait le film que lui pensait être le bon Spookies, alors qu'en fait, si on doit vraiment couper la poire en deux, je trouve que le premier est mieux. Dans le sens où il y a au moins des gamins qui cabotinent et quelques créatures sympas, alors que la deuxième, entre le gamin et la nana qui court partout avec les zombies derrière, j'ai trouvé ça irregardable. Ouais. Mais voilà, c'est un vrai ovni pour le coup, parce que c'est le drame du tournage se déroule devant tes yeux, je trouve. Et ça, c'est quand même vachement rare de voir ça. Et il faut voir le making of si vous le pouvez, ceux qui ont le Blu-ray, parce qu'il fait 1h30. Ils ont trouvé pas mal de gens qui ont bossé sur le film, dont les zombies prouteurs. Il y en a un qui est là, qui vient défendre sa paroisse, et qui dit juste j'étais content parce que j'ai chopé les gros seins d'une nana. Voilà, il est quand même venu que tout. pour ça, hein. Il voulait pas le faire, et quand on lui a dit qu'il allait faire ça, il a dit je viens. Et c'est exactement ça. Mais de base, il n'était pas censé péter. Non. Ouais, Oui. C'était vraiment une scène purement horrifique où tu C'est avais la cerise sur le gâteau. voilà, tu avais des zombies qui sortaient du sol tout grimés, sales de terre, recouverts de terre. D'ailleurs, dans le making of, il parle de monstres de boue plutôt que de zombies, et en fait, c'est Il faut un vraiment peu penser à des golems, en fait. Je trouve que ça fait penser aux golems. tout à fait. Ou genre Swamp Thing un peu pour les gens qui lisent des comics. Oui, Oui. ouais. Oui, un petit peu. Swamp Thing, et puis ils ont un petit côté zombie de chez Fulci, en fait, de l'enfer des zombies, je trouve. Enfin, ils sont encore une fois, tout terreux, tout dégueulasse. Ils ont les yeux fermés. Ils ont, et pour le coup, je trouve que le make-up est pas dégueu en fait sur ces zombies-là. Je trouve que c'est peut-être un des meilleurs. Après, c'est de la terre, mais c'est de la terre et des racines, mais ça marche, aussi ça marche assez leur bien, disparition, moi, j'avais trouvé l'effet pas dégueulasse. Ça fait partie des trucs que je sauve. Tu sais, quand ils fondent à cause du vent. Là. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça mais pas mal. C'est la meilleure scène du film, hein, clairement. Oui. Dommage qu'il y ait des bruits de paix posés par-dessus, et du coup, ça casse tout le truc. En fait, dans n'importe quel autre film, ça casserait le... Mais là, c'est dans ce film-là, il faut qu'il y ait des bruits de paix, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, et le film atteint la postérité à cause de ça, tu vois, d'un côté. Ouais, mais quelque part, je trouve que, en fait, c'est soit tu mets plus de bruit de paix, soit t'en mets pas, tu vois. Je trouve qu'il y a pas assez de bruit de paix pour qu'il soit allé à fond dans l'histoire. Oh, il y en a pas mal quand même. À chaque plan, il y a un zombie égale un bruit de paix. Il les filme les trois en même temps, donc il y a 3 bruits de paix à chaque fois. Pour moi, c'est soit tu vas à fond, tu mets plus de paix, soit t'en mets pas. Sauf que les niveaux sont dégueulasses. En fait, le bruit de paix, il est au-dessus de tout le reste dans le niveau du son. Non, mais oui. Donc, les niveaux de son sont dégueulasses. Et après, moi, je suis un gamin, ça m'a fait rire en vrai de. Je me dis, ah oui, ok, c'est bon, ils arrivent là, les zombies prouteurs, parce que c'est tout ce que je savais du film avant de le regarder. Oui, ils sont d'accord. Donc là, ils pètent. Et la scène est dure, et j'ai fini par rigoler en vrai. Vous vous rendez compte qu'on a parlé de plein de créatures et tout, on n'a toujours pas parlé de la planche de Ouija, et genre de la meuf qui se fait posséder par la planche de Ouija et par Excuse-moi, le sorcier. c'est pas une planche de Ouija, c'est... Est-ce qu'ils avaient pas les droits? Alors, c'est pas une planche de Ouija, c'est le machin de Asmodée. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou. L'oracle d'Asmodée. Gros bisous à Asmodée s'il écoute. Voilà, merci à toi. Il y a trop de trucs à dire si on parle, on analyse chaque bad guy du film, parce qu'il y en a un différent par séquence. C'est ça qui est fou quand même. Je pense qu'il faut voir le making of si vous avez le Blu-ray. Je pense que c'est quasi, en fait, l'achat du Blu-ray pour moi, c'est plus t'achètes un documentaire sur une production maudite avec le film qui va en bonus, parce que t'as vraiment tout ce qui peut mal se passer sur un tournage. On en parlait en off, mais le chef opérateur a perdu son bébé sur le tournage, spontanément, mort de nourrisson spontané. Mort subite. Dans la baraque, voilà. Mort subite, mais merci. Donc voilà, bonne ambiance, direct. Le mec a même pas voulu revoir le film. Enfin, il y a rien qu'à allait, donc rajouter le producteur. Le fait que le producteur s'embrouillait avec un des réals qui s'amusait à enfermer le producteur dehors pour pas qu'il casse les couilles. Enfin, c'était n'importe quoi. Rajouter aussi une qui m'a fait rire, une anecdote, c'est les cadavres qui sont par terre étaient disposés dehors, et en fait, à un moment, une nana est passée, elle a pété un câble parce qu'elle croyait que c'était des vrais cadavres. Et elle a pris en photo les cadavres.
Elle a pris en photo la production, puis elle est partie, et ils ont jamais su ce qu'elle est devenue. En mode, elle a dû débarquer chez les flics et tout. Oui, qui disait qu'elle criait, qu'elle prenait des photos, qu'elle continuait de crier durant tout le moment. Oui, c'est ça. Elle paniquait en prenant des photos. Et les flics ont dû lui dire, mais ils sont mal maquillés, c'est pas dégueulasse. Oui, c'est ça. Des fins d'histoire, je pense. mais voilà, vraiment la production maudite. Mais moi, je respecte quand même que les mecs aient lutté pour faire leur film. Et bon, ils ont pas géré. Bon, voilà, ça arrive. Pour moi, c'est un peu ce qui se serait passé si Evil Dead avait foiré, en fait. Oui. C'est le même point de départ, mais les deux destinations différentes. Il y en a un qui réussit et un qui foire. Après, c'est qu'il y en a un où il y a un auteur aussi, genre Sam Raimi, il avait vraiment une vision particulière et il a fait d'autres choses derrière, tu vois, qui... Il y a un mec qui s'est manié une caméra aussi, surtout, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Oui, mais c'est ça, mais c'est juste que je parle en termes de destinée, de début de projet, en fait, de faire un film totalement indépendant, sans argent, d'horreur. Avec ses potes. C'est ça, qui s'isolent quelque part dans une baraque et qui font leur truc. Après, est-ce que c'était vraiment des potes pour Spooky? Oui. J'ai pas vraiment l'impression que tout le monde se prend la tête dans tous les sens. Alors en fait, à la base, c'est un projet étudiant. Et la première mouture, donc ce qu'ils ont envoyé à Michael Lee de base, c'était leur projet d'études en fait. Seulement après, ils ont embauché des acteurs, voilà. Qui se connaissaient déjà tous un petit peu et qui se connaissent toujours tous très bien. Il y en a deux qui ont fini en couple d'ailleurs. Et ils font toujours des projections ensemble, partout à droite à gauche. Ils tournent, ils font des dédicaces, voilà. Donc ça a créé quand même quelque chose. Et ils ont tous eu une carrière de malade dans le cinéma à côté après. Ah, il y a un mec qui a débuté sur Spookies au maquillage. Je retrouve son nom, Gabriel Bartalos. Il était tout jeune, il avait 16 ans. Ah, celui qui... Oui, c'est ça. Alors figurez-vous que par la suite, il a fait les maquillages de Léprechaune. Comme quoi tout mène à Léprechaune. C'était dédicace à Romain. Incroyable film, incroyable. On va finir par le faire, Romain. Non, il a fait ceux aussi de Massacre à la tronçonneuse 2. Voilà. On le fera aussi, mais avant, on fera les 9 Léprechaune. Amélie, elle va pas se soutenir. Amélie, t'en as pensé quoi, toi, du film, d'ailleurs, au passage? Alors... je pense que parmi vous, il y en a qui sont beaucoup plus adeptes de séries Z et de films un peu foutraque comme ça que moi. Donc j'ai un petit peu eu du mal à me décider à le regarder. Je l'ai regardé hier soir, j'ai attendu le dernier moment parce que je savais que je suis pas trop cliente de ce genre de truc. Et en fait, j'ai bien rigolé parce que effectivement, comme Lily, je me suis demandé mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça, parce qu'ils sont vraiment tous très cons. Et en fait, le film est à prendre un peu comme un train fantôme. Je crois que j'ai un petit peu survolé le documentaire après le film hier, et ils disent qu'à la base c'était censé être une anthologie, il me semble. Et ça se voit en fait, quasiment, ouais. parce que c'est vraiment, vous voyez, ces trains fantômes de foire, quoi, de Luna Park de vacances où tu montes dans le petit train, il y a des toiles d'araignée et en fait tu passes de rideau en rideau et il y a Ghostface, Massacre à la tronçonneuse, un monstre. En fait, les trucs n'ont aucun rapport. C'est juste dans chaque salle, t'as un monstre, un mec avec un masque qui te crie un peu dessus. Bah là, c'est un petit peu pareil. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que les personnages sont exactement dans la même situation que le spectateur, c'est-à-dire qu'ils passent de pièce en pièce et ils n'ont aucune action, ils ne font rien, juste ils subissent ce qui est en train de se passer, ils décident pas de s'allier. Ah si, à un moment ils se tapent sur la gueule, on sait pas pourquoi. Ils décident de se battre. Le CPE et Duke. D'ailleurs ça n'a pas vraiment, les filles d'ailleurs les regardent se battre et elles n'ont pas d'action, mais bon. Et ils se battent longtemps en plus. Ouais, ils se battent un petit moment. Ouais. Et c'est un petit peu rigolo parce que en fait le sorcier montre qu'il les manipule avec cette superbe métaphore pas du tout utilisée plein de fois, qui est de bouger des pièces sur un échiquier entouré de bougies en prenant un air mystérieux et en disant des fois des phrases de sorcier genre moi ils m'appartiendront, tu vois. Et il a un accent cliché de ouf en plus. C'est ça. et du coup, c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est des personnages manipulés, passent de case en case et ils ont juste leur seul but, c'est d'être sacrifiés, quoi, pour sauver une reine. C'est ce qu'il dit au début, d'ailleurs, le méchant. Et bizarrement, je pense que ça se voulait être un truc un petit peu arty et tout, et ça va assez bien avec le film, parce qu'on les voit juste passer comme ça, de pièce en pièce, ouvrir des portes, ils rencontrent des monstres, ils se font bouffer, ils fuient. Enfin, il y en a un qui se fait bouffer, il fuit, il passe dans une autre pièce, il rencontre un autre monstre qui a rien à voir. En fait. Un petit peu, c'est des niveaux, quoi. C'est un peu des niveaux, c'est vrai. Mais après, il y a des trucs qui sont très très marrants, effectivement. Des monstres un petit peu moches.
cette mariée à la fin qui se fait courir après par des zombies et ça dure si longtemps. Ah, cette scène est si longue. Et il y a des zombies, c'est ce qu'on se disait avec Mathieu, il y en a qui sont des zombies de Romero, il y en a qui sont des zombies de Thriller, il y en a qui sont des zombies, il y en a qui sont bleus, tu sais pas pourquoi, il y en a qui sont quand même dégoulinants, ils ont quand même un œil qui pend, tu te dis ah ouais, lui il est pas mal. Pourquoi les autres ils sont dégueulasses? Et donc c'est que effectivement il y a plusieurs teams d'effets spéciaux qui se sont relayés et ils ont pas du tout la même vision du zombie, donc ça donne un patchwork de style de zombie. Il y en a qui courent, il y en a qui crient, il y en a qui pètent. Enfin, c'est tout ce que tu veux quoi dans le film. C'est vrai que personne s'est mis d'accord, donc on a plein de plein de films différents. C'est ça, exactement. Comme on a plein de monstres de trucs différents et en fait même l'équipe de jeunes, elle a pas de cohérence. Ils ont pas l'air de vraiment traîner ensemble, ils ont pas l'air de vraiment s'amuser, ils se connaissent pas quoi. Donc voilà, c'est un assemblage de pièces de puzzle, mais de puzzles différents quoi, qui essayent de s'emboîter et en fait c'est un truc assez rigolo à regarder après coup avec le recul et quand on sait comment ça a été produit. On est en train effectivement, on constate le naufrage en direct quoi. On voit le film se monter sous nos yeux avec ce qu'il peut. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là et puis en plus c'est rigolo à regarder avec des copains. Ouais, pas regarder tout seul quoi. Non, c'est vrai que c'est le message de l'épisode. Toute seule, j'aurais peut-être eu beaucoup de mal à m'y accrocher. Je pense que j'aurais fini par scroller un peu mon téléphone de temps en temps parce que ou par faire du yoga, boire du thé. Ouais, là, mais après c'est que tu vois quand tu le regardes avec des gens, t'as envie de faire des bons mots sur le film, t'as envie de te moquer, t'as envie d'être celui qui fait la bonne blague, donc c'est ça qui te maintient. Tiède, c'est parti, la soirée elle est incroyable direct. C'est ça. Écoutez, du coup Amélie, je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs parce que pour le coup il y a eu des avis assez extrême pour certains. Je pense à ta colocataire Mylène, Perlin pute, son pseudo c'est incroyable. On lui fait coucou. Voilà. Vu hier soir avec une certaine membre du podcast et accessoirement ma coloc, la plupart des make-up et effets spéciaux sont vraiment bien foutus, mais dommage, aucun acteur ne sait jouer. Plus un pour le zombie prankster ambiance YouTube 2010 qui se cache derrière les portes et les fenêtres. C'est l'homme-chat, du coup. Oui, c'est l'homme-chat. Ouais, c'est lui. C'était son personnage préféré. Ça fait pas plus de sens. Oui, pour moi, c'est un peu Passe-Muraille dans Fort Boyard. Hein. C'est le mec, t'as l'impression qu'il a les clés de toute la baraque et tout, il est planqué derrière des portes en permanence. C'est le film. C'est avec la musique de Fort il Boyard. saute de partout et tout. Et tu l'imagines sur sa fenêtre en mode. Voilà, c'est ça. Potentiel de remontage du film assez fou. Manu Cobretti qui nous dit un truc de fou, il nous dit juste je regarde au moins une fois par an. Un de mes classiques. Putain, Oh waouh. Manu, faut. Bravo. Ouais. Champion. Bravo Manu, ouais. la force mentale. Après, je pense que c'est plus facile de le regarder. Plus tu vois, plus c'est facile de le regarder, à mon avis, quand même. Non. Oui, Tu t'habitues à la souffrance. tes barrières disparaissent, Ouais, tu c'est acceptes ça. le film et À partir du moment où t'as choisi consciemment de le voir 2 fois, tu perds de l'espérance de vie après par contre. Oui, Je par pense, contre, oui. à force, c'est dangereux pour la santé, effectivement. C'est ça. Arthur Froment nous dit le film avait fait grand bruit à l'époque où le gore et la nouvelle génération de l'horreur éclipsait les gloires d'antan, Freddy par exemple. Jubilatoire, beaucoup de recherches sur les créatures, une tension stressante non-stop. Il figure au panthéon des séries B+++. Tension. Ouais, la tension, je suis pas Tension. sûre, mais. Ah, on n'a pas vu le même Est-ce qu'on film. parle du même film, Arthur Ouais. Arthur, c'est Spookies ce soir. Je crois qu'il parle des La mouche, c'était la semaine dernière. Ouais. c'est ça. C'est pas grave. Shin Gandalf nous dit un gros bordel. Sympathique si on le regarde à deux, mais ça doit être un peu long lors d'un visionnage en solitaire. Et oui, C'est ça. Tu as Je Ça confirme. résume très bien, ouais. un bon résumé. Et dans le genre bon résumé, il y a aussi Dévoreur de VHS qui nous dit juste vu plein de fois en VHS, un plaisir non coupable. Spookies est un ovni dans le paysage du cinéma horrifique des années 80. Bah, tu vois, les gens qui l'ont regardé en VHS, ça serait bien s'ils pouvaient nous dire justement, est-ce qu'on voyait genre le technicien, est-ce qu'on voyait les plans flous, est-ce que vraiment Mais je crois que dans le Blu-ray, il y a la version bobine, VHS. Dans le Oui, Blu-ray, Ah, il y a oui. la version Il y a VHS. le film en VHS ou Vision que Pulse aime bien faire sur tous ses films. Parce qu'ils sortent pas que ça, ils sortent aussi la collection Atomic Future avec tous les films post-apo italiens, genre Atomic Cyborg, Les Gladiateurs du Futur, etc. Et ils aiment bien choper la VHS et la foutre sur le Blu-ray pour faire une comparaison en direct de l'évolution quand même du Je pense média. qu'il faut que tu le revois, Dario. Revois-le en VHS, je Bah pense. ouais. De toute façon, il faut que je le C'est- revoie. Donc oui, je vais choisir la version VHS, y a pas de problème. Pour le vivre comme à l'époque. Et pour le fun fact, ils ont aussi sorti un film porno crypté comme sur Canal+ à l'époque. Trop cool.
Et ça, je trouve ça C'est fantastique. génial. Putain, les génies. Ah mais ils sont forts en marketing, ils arrivent à vendre du Spookies, tu vois, donc directement, ils Incroyable. savent très bien ce qu'ils font. Et ils ont édité aussi Devil Story quand même. Enfin, On en revient à Devil Story tout le temps. hein. on en revient toujours à Devil Story. Ouais. Faudra en parler un jour, mais je vous avoue, Pas tout de suite. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Plus tard. Laissez-nous un peu de répit. dans 5-10 ans, pourquoi pas, on fait un jumpscare réunion un jour, puis on balance de Devil Story, mais moi j'en peux plus de ce film, il nous poursuit. Ouais. Mathieu, tu l'as vu récemment, c'est une très bonne excuse Oui. pour pas le revoir. Voilà, c'est bon. Mais voilà, je propose qu'on en reste là. Le Blu-ray est disponible sur le site de Pulse Édition et aussi à Metal Luna Store pour les Parisiens. Édition avec ou sans fourreau pour les collectionneurs un peu plus avertis que ceux qui veulent juste voir le film. Il y a du bonus, c'est de la restauration. On est tous d'accord pour dire que le film rend bien, pour le coup. Le film est ce qu'il est, mais il y a un vrai taf quand même éditorial autour. Pareil pour tout le reste de la collection, le Vidéo Club de l'horreur, qui a 2 films qui sont un peu mieux, mais c'était moins drôle d'en parler. Mausoleum et de 6 gentils petits monstres. On se retrouvera vendredi prochain avec un sacrifice, pour pas trop spoiler, d'un film en direct. D'ici là, portez-vous bien. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Vous connaissez la musique. Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. Et à vendredi prochain. Bisous. Ciao, ciao. Salut. Salut. Et là, il faut finir avec des proutes. Mathieu, ne proute pas, ne proute pas.